ça dépend vraiment du contexte, des tâches qu'on confie à quelqu'un, la maturité de la boîte et ça dépend de plein de sujets. Un A player dans un contexte ne sera pas un A player dans un autre contexte. Et ensuite, le process de recrutement, c'est pas du recrutement sur CV. Pour moi, c'est le pire truc ça, tu vois? De se baser sur, ce qui a été fait avant pour, en déduire qu'à l'avenir ce sera bien fait, mais plutôt de se dire: «Sur quoi est-ce que j'attends cette personne-là?» Et un player va s'épanouir justement si son scope de responsabilité reste dans sa zone de génie d'une certaine manière. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Structure, le podcast qui libère l'entrepreneur tout en décuplant le potentiel de croissance de son entreprise. Je suis Romain Collignon, le fondateur de Squared, et ce que je vous propose dans ce podcast, c'est de prendre part à une conversation. Une conversation où on est entre nous, avec mon équipe ou avec des invités triés sur le volet, pour vous partager toutes nos coulisses et où évidemment la structure, au service de la liberté et de la croissance de l'entrepreneur, ne sera jamais très loin. Alors, la conversation du jour, c'est la réponse à l'une de vos questions. Venez d'ailleurs me les poser sur Instagram ou sur LinkedIn, j'adore vous lire et j'adore vous répondre. Et en plus, ça me donne un très bon prétexte pour vous offrir des épisodes comme celui que vous vous apprêtez à écouter. Allez, c'est parti! J'aimerais parler avec vous dans cet épisode de ce terme day player ou A-player dont on entend parler très souvent. Il me faut un A-player, c'est trop bien, tu as des A-players dans ton équipe. Charlotte, Gérald, j'ai le sentiment que l'une de vos grandes qualités en tant que CEO visionnaire, c'est que vous savez vous entourer. Parce que de ce que j'observe, vous avez autour de vous des collaborateurs qui sont très compétents. Ce sont des collaborateurs qui sont avec vous depuis des années. Enfin, j'entends toujours les mêmes prénoms revenir encore et encore. Voilà, des collaborateurs qu'on aime appeler des A-players. Moi, je suis très sensible à ça chez Squared parce que je vois la différence entre un A-player, d'un B-player ou d'un C-player. Ça peut être vraiment le jour et la nuit, à la fois pour la croissance de la boîte, mais aussi pour le bien-être, la sérénité de l'entrepreneur. J'aimerais faire table rase sur le sujet avec vous, vous solliciter justement sur votre approche autour de ces collaborateurs qui sont d'une importance cruciale. Donc, question en vrac, qu'est-ce que vous faites consciemment pour les recruter, ces players? Qu'est-ce que vous faites consciemment pour les garder? Parce que généralement, ils sont plutôt sollicités. Et qu'est-ce que vous mettez aussi en place pour vous libérer des B ou des C players qui n'apportent pas forcément grand-chose ou pas autant qu'on pourrait l'espérer dans l'équation? Gérald, je te lance sur le sujet. Ouais, alors en plus, j'ai un avis un peu contrariant sur le terme de A Allez, player. vas-y, go. Non, c'est vrai qu'avoir des personnes clés à des postes, c'est essentiel et c'est vrai que moi je bosse depuis longtemps avec les mêmes personnes, donc on peut considérer comme ça que c'est des A players. Mais, comme chacun, comme moi, comme nous 3 autour de ce micro ou dans une équipe, ça dépend vraiment du contexte, des tâches qu'on confie à quelqu'un, la maturité de la boîte et ça dépend de plein de sujets. Un A player dans un contexte ne sera pas un A player dans un autre contexte et on revient à des choses qu'on a dit précédemment, mais, hem, le moi j'ai par exemple, si je prends le cas de Julien, qui est donc le graphiste de la boîte, qui a son agence et cetera, que tu connais Romain, que je t'ai présenté. Pour moi, c'est le meilleur, c'est le meilleur gars pour faire de l'UI, de l'UX en France. Voilà, il sait faire ça. Mais il sait faire ça, et c'est indéniable. Ses compétences, il les a, ça bougera pas. Mais par contre, je fais en sorte de lui je sais à quel moment du projet il faut qu'il intervienne. S'il intervient un peu trop tôt, bah, on perd en efficacité. S'il intervient trop tard, bah, pareil, c'est dommage, c'est gâché. Donc en fait, je pense qu'il y a vraiment un bon contexte à leur créer, même si c'est des A players. Pour moi, c'est un peu Mbappé, si on lui fait pas de belles passes, il met pas de beaux buts, tu vois? Et je prends un peu je prends un peu cette image-là. Je connais rien au foot, mais j'imagine qu'il doit y avoir un peu de vrai là-dedans, quoi. Donc le A player, ça dépend du contexte, ça dépend des projets. Heu, voilà, donc je suis un peu j'ai un peu un avis contrariant par rapport à ça et sinon pour répondre plus précisément à ta question, pour les recruter, les garder et avoir une bonne relation avec eux, bah, je vais encore faire une analogie avec l'amour et avec la drague et les relations de couple. Gérald le romantique. Ouais, c'est ça, je sais pas ce qui m'arrive. Le le la relation au départ, il y a un crush et le crush, il est humain déjà, je pense. Genre, il faut que ça fitte parce que tu vas pas bosser avec quelqu'un si tu peux pas l'encadrer, quoi. Si tu arrives au bureau ou si tu le croises dans un Google Zo dans un Zoom et que tu peux pas le piffrer, ça marche pas, quoi. Enfin, c'est juste, c'est évident, mais on peut pas fitter avec tout le monde et donc je pense vraiment que ça, c'est hyper important. Je pense même que c'est vraiment les fondations du truc. C'est la relation. C'est, si,
Charlotte, elle fait du yoga, elle se trimballe toujours avec son tapis de yoga. Je sais que si elle, moi, je suis plus à boire des bières, le soir. Bah, on a chacun nos délires. Bah, je pense qu'il faut qu'on ait des gens qui nous ressemblent un petit peu par rapport à ça. Je pense que si on avait le contraire, si moi j'avais des yogis et si Charlotte, elle avait des rugbyman fans de bière, je pense que ça marcherait beaucoup moins dans le fit, dans nos équipes respectives. Je spécule, mais je pense qu'il y a un peu de vrai derrière ça, quoi. Donc en fait, déjà le crush, donc le côté humain. Ensuite, le côté un peu passion, genre les compétences. Ça, par contre, il faut être bluffé par les compétences de la personne. Ça, je pense qu'il y a pas le choix. Faut pas que ça soit moyen, il faut juste que ça soit dingue. Et ensuite après, bah, ce qui fait rester les gens, c'est la vision commune. Moi, très souvent, je monte des projets avec les collaborateurs que je veux fidéliser. Alors quand je dis que je monte des projets, non, c'est pas le bon terme, c'est plutôt je les accompagne dans leurs projets. Et ce qui est plutôt bien, c'est que l'écosystème, dans lequel que l'on a créé, bah, il accompagne des gens à monter des projets. Donc autant le faire avec des gens qu'on apprécie, avec qui ça se passe bien humainement et qui ont des compétences de ouf, quoi. Donc voilà, moi, à peu près comment ça se passe. Et là, voilà, tu m'as permis, en m'envoyant ce document pour préparer l'interview, de structurer un peu l'idée, mais c'est, je l'avais pas conscientisé, mais en préparant cet épisode, c'est vrai que ça m'a aidé à y voir plus clair. Il y a un principe fondamental que tu partages, c'est effectivement les players ou pas les players, mais les bonnes personnes aux bonnes places. Ça, c'est clé. Et un player va s'épanouir justement si son scope de responsabilité reste dans sa zone de génie d'une certaine manière. Et des fois, on peut avoir tendance des fois un player à le déplacer, à se dire qu'il est bon. Je sais plus quel principe c'est, le principe de Peter, je crois, où à un moment donné, on fait monter en échelon quelqu'un à son niveau d'incompétence et au final, bah, ça nous fait des institutions et des organisations qui ne sont pas dirigées ou même organisées de la manière la plus efficiente possible. Euh, Moi, je voudrais juste faire un rappel de la définition du A-player parce qu'à chaque fois que j'en parle, on ne sait pas d'où ça vient ce mot, mais ça vient d'un bouquin qui s'appelle Top Grading et qui est un peu la bible du recrutement de Geoff Smart. Et en fait, un A-player, c'est pas forcément le gars voilà, hyper capé, trop une star. En fait, tu as des A-players à tous les postes d'une boîte. Quelqu'un qui va envoyer autant une facture que prendre la décision peut-être la plus importante du business. Simplement, ou des fois on dit le high player, celui qu'on va payer le plus cher. Non, un high player, c'est la meilleure personne que tu peux avoir sur le marché, que tu payes au prix le moins, enfin peut-être pas le moins cher, mais le prix le plus rentable pour un poste donné. Et donc en fait, des players, tu peux en avoir à tous les postes. Et nous, c'est vraiment ce qu'on recherche, c'est d'avoir des players partout en fonction des différentes places. Pour reprendre ta métaphore de Mbappé, il faut un player dans les buts, un player en défense. Tu mets Mbappé en défense, je sais pas ce que ça donne, quoi. Et ce que tu dis là sur le principe de Peter, alors je connaissais pas ce truc-là, mais par contre j'ai une anecdote par rapport à ça. C'est que chez Google, ils ont un vrai problème. Ça, c'est un vrai sujet chez eux parce que ils payent très bien les gens. Ils payent très bien les gens qui font des choses, donc les techniciens. Et en fait, le seul moyen, vu que c'est la plus grosse boîte du monde, ou quasiment, et qu'ils les payent mieux que partout ailleurs dans le monde, et qu'ils sont déjà au top, le seul moyen de les faire évoluer, c'est de les mettre en manager, de les faire passer manager. Donc, un super dev devient CTO. Bah, en fait, non, c'est pas son métier. Et donc, du coup, il se retrouve avec un truc qui fonctionne bien pour faire avancer en carrière le technicien. Ils vont le mettre en management, ils se retrouvent avec 2 trous dans la raquette. Quelqu'un qui est pas bon en management, bon, ça, à la limite, ils pourraient l'apprendre, mais du coup, ils doivent retrouver quelqu'un de bon pour faire les choses. Et donc, ça s'applique clairement. Et il y a des gens, il faut pas qu'ils managent. Il y en a d'autres, il y en a d'autres, ils sont bons qu'à ça, ils sont extrêmement bons à ça. Et je pense que c'est vraiment un truc de mettre la bonne personne au bon endroit, quoi. Et s'il y a un bon fit humain, je pense qu'absolu, tu peux aller tu peux mettre de l'énergie à chercher le sweet spot pour cette personne-là. Mais tu vois, les deux parcours de carrière, hein, tu as effectivement les parcours de carrière classiques. Tu passes de l'exécutif, enfin, de l'exécution à quelque chose de plus managérial. Ça ne marche pas pour tout le monde. Mais tu as aussi les carrières qui sont purement techniciennes, où tu as c'est en allant dans l'expertise et dans l'exécution. Je pense que chez Google aussi, ils ont dû mettre ça en place, forcément même, où le carrière et le développement va être beaucoup plus technique que managérial. Charlotte, de ton côté, c'est quoi ta vision des players? Je vous rejoins sur cette définition-là où effectivement, moi, selon où tu me mets, je suis pas du tout un player. Hein. Si tu me mets sur la partie automatisation dont on parlait dans l'épisode d'avant, t'as envie de me virer au bout de 3 jours. Donc, effectivement, tout est relatif et je pense que il y a aussi une forme d'humilité, tu vois, à se dire ça. Et du coup, en tant que recruteur, à être très au clair sur le pourquoi de ce recrutement à la base. Qu'est-ce qui va en être attendu? Et quelle place cette personne aura, quels sont les résultats, quelles sont les valeurs. Enfin, pour moi, il y a vraiment
un truc de cadrage. Je sais plus ce que c'est la citation, tu sais, mais d'affûter la hache avant de couper l'arbre. Là, j'ai plus la citation. Je pense que vous voyez l'idée. C'est que On l'a. voilà, merci. Plutôt que de se précipiter sur le fait d'intégrer quelqu'un, c'est ok, à la base le pourquoi. Et pour moi, un des points clés. Et alors j'ai travaillé en recrutement avant. J'ai fait un petit passage dans les ressources humaines et dans le recrutement, donc j'ai fait passer énormément d'entretiens. J'ai beaucoup bossé sur le sujet. Et ça se cadre dans déjà la fiche de poste, tu vois. C'est quelles sont les missions, qu'est-ce qui est attendu de la part de la personne, quelles sont les compétences, sur quel projet à court terme, à long terme. Et à partir de là, c'est la qualité du processus de recrutement. Déjà, où est-ce que je vais cibler? Moi, je sais que dans nos business, je trouve que ça a du sens de recruter aussi auprès de la communauté directement, auprès de la clientèle, parce qu'en fait, c'est des personnes qui sont déjà convaincues par le produit, par le sujet. Donc, en fait, il n'y a pas tout ce travail d'éducation à faire. On a quand même la chance d'être dans des business qui sont sur des thématiques spécifiques. Donc, je trouve que ça facilite beaucoup. Autant t'es sur, j'en sais rien, un domaine industriel ou que sais-je, bon, t'as moins de personnes qui vont être passionnées par le sujet. Alors que chez nous, on a quand même ce truc-là où on a formé des gens. Et ensuite, le process de recrutement, c'est pas du recrutement sur CV. Pour moi, c'est le pire truc, ça, tu vois, de se baser sur ce qui a été fait avant pour en déduire qu'à l'avenir, ce sera bien fait. Mais plutôt, de se dire sur quoi est-ce que j'attends cette personne-là. Et c'est le principe des études de cas. Pour recruter un A-player, tu peux le savoir que en le faisant pratiquer, ce qui sera amené à pratiquer ensuite. Donc, de bien définir une étude de cas. Si, par exemple, j'en sais rien, tu veux recruter, tu parlais de l'événementiel tout à l'heure dans ton équipe, quelqu'un sur de l'événementiel, bah, tu lui fais pratiquer une étude de cas de, OK, on a tel événement qui a lieu dans 15 jours, on a un gros pépin logistique, il faut trouver un autre lieu, comment tu t'y prends? Et là, tu as quelque chose de concret, en fait. Tu vois les réflexes de la personne. C'est pour ça, d'ailleurs, que c'est très intéressant. On parlait tout à l'heure de équipe, pas équipe, solo, pas solo. Quand tu as tout fait toi-même à un moment dans le business, c'est cool parce que t'as l'expérience terrain qui fait que tu dis, OK, je sais à quoi il faut penser, à quoi il faut pas penser. Donc, étude de cas à réfléchir. En plus, les candidats apprécient vraiment qu'on s'intéresse à eux de cette façon-là, et je pense que dans la dynamique qui se crée ensuite, c'est beaucoup plus équilibré. Et ensuite, c'est, ok, l'autre va être un A-player, et moi, je veux être aussi un A-business ou un A-employer, je sais pas comment on peut l'appeler, pour cette personne-là. Et donc, le fit, il est vraiment dans les deux sens, hein. C'est comme la vente. Quand, la vente, quand elle est faite de la bonne façon, c'est pas je cherche à te refourguer mon truc. Tu vois, c'est pas dans ce sens-là, c'est plutôt il y a un fit qui se fait entre les deux. Et donc, pour ça, moi, je sais que j'ai besoin de comprendre la personne avec qui j'échange pour la recruter, quelles sont ses valeurs, qu'est-ce qui lui permet de s'épanouir, comment elle aime bosser. Est-ce que elle va boire des bières ou elle fait du yoga? Non, je plaisante. Mais j'ai pas tellement de yogis dans l'équipe, en fait. Mais de comprendre cet environnement-là, et comme dans n'importe quelle relation, comme une relation de couple, en fait, la relation, elle se construit. Tu vois, faut pas se dire, bon, bah, si ça marche pas, c'est que ça devait pas marcher. Il y a des choses qui sont à construire. Et pour autant, comme dans une relation de couple, effectivement, si au bout de 8 jours, déjà, ça ressemble à rien, c'est la catastrophe, t'arrêtes. Je veux dire, tu vas pas persévérer. On en parlait de ça en mastermind, c'est comme on dit, c'est hire slow, fire fast. Tu recrutes lentement, tu prends le temps pour ça. Mais derrière, si le premier vendredi, ça se passe pas bien, t'arrêtes. Ok, tout le monde en bénéficie, le collaborateur, toi. Mais derrière, une fois que t'as passé ça, c'est en fait de partir du principe, là aussi, comme dans le couple, c'est que la personne en face n'est pas ton ennemi. Tu vois? Quand il y a un truc qui se passe pas bien, quand il y a un truc que tu comprends pas, on a tendance à partir inconsciemment du principe que l'autre veut pas la même chose que nous et qu'on est un peu en conflit. Mais non, en fait, elle veut la même chose que toi. Dans le couple, l'autre, il veut aimer être aimé. Tu vois, dans la relation professionnelle, c'est pareil. L'autre, il veut être reconnu, bien payé. Enfin, on a les mêmes objectifs, en fait. Tout le monde a le même pourquoi in fine. C'est juste que la stratégie pour y arriver n'est pas la même et c'est là qu'on se comprend pas. Donc, si tu prends vraiment le temps d'échanger là-dessus et de voir l'autre vraiment pas comme un ennemi, mais comme c'est pas ami le mot, parce que vous voyez le principe. En tout cas, on a le même objectif. Je trouve que ça assainit énormément la relation. Et là, tu laisses aussi l'espace à la personne d'être un A-player. Comme dans le couple, où si tu prends trop de place, ou si t'es là à fliquer l'autre, en fait, tu lui laisses pas l'espace d'être ton partenaire idéal, en fait. C'est exactement la même chose. Donc, voilà ma vision, en tout cas, du A-player, c'est que ça se joue dans les deux sens. Et voilà, je pense que c'est déjà pas mal de vous partager ça. Très clair sur le A-player. Alors, c'est une question que j'ai envie de vous poser tous les deux sur le... Là, c'est pas qu'on est dans le rêve, mais si on n'avait que des players dans l'équipe, on n'aurait même pas besoin d'avoir cet échange. C'est quelle est votre approche, vous, justement, quand vous sentez qu'il y a des collaborateurs
qui sont pas à la hauteur de leurs responsabilités. Moi, je vois vraiment la différence entre ce qu'on pourrait appeler un A-player et un B-player. J'y vois vraiment un facteur 10. Il y a vraiment un facteur 10 si on prend purement un retour sur investissement avec nos collaborateurs, par exemple financier, c'est entre euh, voilà, le montant qu'on va payer un collaborateur et on regarde l'équation économique de son efficience, de son temps, de l'argent qu'il ramène à la boîte. Il y a aussi le ROI focus, tant pour l'entrepreneur, pour le CEO, parce que le temps qu'on passe à le manager, si le player de base il est autonome, le travail est hyper bien fait, on n'a pas besoin de le tirer, mais plutôt cette personne-là va nous pousser. C'est quand même crucial, on s'en rend pas compte quand on fait un recrutement qui n'est pas player, des conséquences qu'il y a derrière à la fois pour la boîte et pour l'entrepreneur. Donc ouais, j'aimerais vous poser la question, et peut-être Gérald, tu peux démarrer sur quand tu as quelqu'un qui n'est pas au niveau que tu aimerais qu'il soit, c'est quoi la démarche? Bah, déjà, premier truc, j'essaie de remettre en question les briefs. Voilà, quelles informations on lui a données pour vraiment vérifier qu'il soit vraiment pas au niveau. Ça, c'est vraiment hyper important. C'est Laura d'ailleurs, qui est une copine en commun à tous les trois, qui dit ça. C'est que souvent, souvent le problème de la délégation, c'est plus un problème de la personne qui délègue que de la personne qui reçoit l'ordre, hein, voilà, qui exécute. Donc ça, je challenge toujours parce que pour le coup, ça c'est vraiment sous mon contrôle. Je vérifie les briefs, je vérifie tout ça. Et si ça le fait pas, parce que ça arrive, la règle du vendredi, comme disait Charlotte tout à l'heure, enfin la règle du vendredi de très vite se désengager, je pense que c'est très sain. C'est un acte de bonne, c'est un acte hyper bienveillant de virer quelqu'un rapidement pour la personne, parce qu'elle s'engage pas, elle croit, enfin on lui fait pas imaginer Mont et merveille, donc voilà. Et après, ben, technique basique de communication non violente. Alors ce terme, il est un peu vu et revu, mais c'est voilà, dans la boîte, on veut atteindre ça. Aujourd'hui, bah, on est bloqué par ça, donc on veut atteindre X, on est bloqué par Y, et donc du coup, on va mettre en place un plan d'action, on va mettre en place Z. Et en fait, c'est ça, on explique le constat, et la personne, si elle est bien câblée, si humainement ça se passe bien, toujours pareil, hein, que les briefs ont été bons et cetera, elle va, se rendre compte que, le plan d'action, elle peut pas le mettre en place, et dans ce cas-là, la conversation, elle sera beaucoup plus simple. Plutôt que de dire: «Je t'ai demandé ça, tu l'as mal réalisé, et donc du coup, je suis déçu et donc je dois te virer», tu vois? Je pense que c'est absolument pas comme ça qu'il faut faire. C'est plutôt voilà, dire, on veut aller à tel endroit, aujourd'hui on est bloqué par telle chose, et donc du coup, ben, le plan d'action pour, essayer d'y arriver malgré tout, bah, c'est de mettre en place ça, et du coup, tu seras pas la bonne personne pour l'implémenter. Ok, très clair. Et toi, de ton côté, Charlotte? Hem, Effectivement, je rejoins sur le fait d'arrêter, rapidement comme on en a parlé. Hem, Après je me demande s'il y a pas une forme d'illusion dans le fait de se dire qu'on peut avoir que des players. Je sais pas. Tu vois, c'est quand l'entreprise elle grossit aussi, il y a une forme d'équilibre qui se crée aussi de cette façon-là. Hem, Tu vois, j'y pense dans un groupe de formation, parce que là j'étais en immersion groupe, et en fait c'est drôle parce que quel que soit le groupe qui se constitue, au-delà d'un certain nombre de personnes, t'as toujours, tu sais, celui qui va prendre un petit peu le lead, celui qui au contraire est un peu à côté de la plaque. Tu vois, tu retrouves toujours les Le mêmes rêveur. profils. Le rêveur, tu Ouais. vois, celui qui va rassembler, celui qui va proposer, ah, si on allait boire un coup après, tu vois. Et en fait, c'est aussi comme Ça, ça c'est qu'un groupe Gérald. il fonctionne. Ça, c'est Gérald, par exemple. Mais c'est aussi ça qui fait qu'un groupe fonctionne. Je pense qu'il y a la littérature sur le sujet que je connais pas, donc je veux pas m'avancer là-dessus. Mais je pense qu'il y a aussi des forces à tirer du fait d'avoir des personnes qui ne sont pas A-players dans l'harmonie aussi du groupe qui se crée. Et parfois, c'est ok si la personne est peut-être pas dans sa zone de génie, dans le sens où oui, peut-être que quelqu'un pourrait faire mieux le job, mais par contre, dans l'harmonie de l'équipe, tu vois, et dans l'énergie de la boîte et dans les valeurs, il y a un truc qui se crée, qui est assez indéfinissable, mais qui fait que ça fonctionne, en fait, qui fait que ça tient. Donc, je pense que c'est une bonne question à se poser aussi. Et le truc qui me venait aussi, je me disais, est-ce que là, bon, là, je suis sur le business solo, mais sur Postadem, tu vois, est-ce qu'il y a des personnes, est-ce que tout le monde est A-player, etc. Et il y a aussi parfois des personnes qui, effectivement, ne sont peut-être pas A-player, et où je me dis, bah, effectivement, c'est une personne où, si je reprenais le temps de stopper avec cette personne-là, de recruter quelqu'un d'autre, de redémarrer bien, ce serait mieux. Mais en fait, c'est aussi un coût de recruter quelqu'un. Et donc, la question qui se pose, moi, ça m'est déjà arrivé de me dire, ok, cette personne n'est pas incroyable à ce poste-là, je pense qu'il y a mieux. Mais si j'ai pas identifié exactement qui, je sais que je vais partir sur un process de recrutement qui va prendre du focus, parce qu'un recrutement, c'est pas rien quand même. De l'énergie, des ressources, bref, tout ce que tu veux, la passation, le machin, et parfois, en fait, si c'est pas un poste où ça changerait fondamentalement la donne, ça vaut peut-être pas le coup de le faire. En tout cas, maintenant, c'est peut-être pas une priorité maintenant. Voilà.
Vas-y, Gérald. Moi, je comprends le point, mais il y a juste un moi, je comprends à 1000 et très souvent, moi, j'ai préféré recruter des gens qui me rassuraient et que j'allais former plutôt que des brutes, de techniques à un instant. Donc je comprends à 1000 ça, c'est pour le coup, c'est pas, peut-être le truc le plus rationnel, mais émotionnellement, ça m'allait bien de faire ça. Mais par contre, il y a une question et d'ailleurs, je crois que c'est Romain, tu la poses souvent, c'est comment ça se passe pour faire x10 avec ton organisation? Donc c'est des gens qui sont bons que temporairement dans ce cas-là, si tu cherches pas la meilleure personne à un instant T, je pense. Mais après, tout le monde n'a pas envie Tout de à faire fait. x10. Moi, j'ai pas envie de faire x10 sur ma boîte, c'est pas du tout un objectif. Donc voilà. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu as pas la meilleure personne au poste, d'un point de vue technique, pour faire x10 dans ta boîte, quoi? À quel moment ça pète, quoi? Complètement, c'est une très bonne remarque et je l'ai vu, tu vois, chez des je sais pas si j'ai l'exemple chez moi, mais j'ai 2 exemples qui me viennent de d'amis entrepreneurs qui, ont hésité pendant longtemps à se séparer d'une personne et qui, quand elles l'ont fait, se sont rendues compte qu'en fait cette personne, ça coûtait beaucoup d'argent pour finalement quelque chose où on pouvait s'en passer. Et du coup, c'est bien aussi de voir ça, c'est si cette personne n'y est pas, qu'est-ce que ça change? Et par exemple, les congés, les choses comme ça aide aussi beaucoup à se rendre compte de, OK, est-ce qu'il y a vraiment un impact, oui ou non? Et voilà. Et on en revient de toute façon, comme tu dis, toujours au pourquoi, quelle est la vision de la boîte, où est-ce qu'on veut aller. Donc, ouais. Ouais, intéressant. Ce qui est sûr, c'est que je suis persuadé que si on est vraiment dans une démarche de croissance, l'organisation structurelle de la boîte, les équipes en place, il y a ceux qui vont être prêts à évoluer et d'autres non. Et dans les deux cas, c'est très bien. Mais c'est vrai que quand la boîte évolue, le scope de responsabilité, c'est exactement ce dont tu parlais, Gérald, au démarrage de l'épisode, va évoluer. Et donc, si le collaborateur est prêt à prendre plus de responsabilités, faire des choses dont voilà, elle a envie aussi et de se transformer en même temps que l'entreprise se transforme, bah c'est génial. Nous, on a chez Square, on a la chance d'avoir des gens dans l'équipe depuis des années, et parce qu'ils ils ont été embarqués dans la vision. Et puis bah, d'autres, j'aime bien cette métaphore du rond et du carré, tu vois. Un rond est un rond est un player dans un rond, mais dans un carré, il l'est pas. Et je pense que bah, ça, c'est aussi, en tout cas, j'entends ton message, Charlotte, de est-ce que dans l'équilibre de la boîte, un B-player ne contribue pas. C'est vrai que moi, j'ai plus tendance à voir le truc, un B-player, il limite aussi la croissance de la boîte. Moi, j'ai pu le voir régulièrement où quand tu sens qu'il y a quelqu'un qui freine des cas de fer, alors que autour, ça y va, on attend que cette personne bouge, etc. Mais justement, tes A-players à côté, ils vont pas te le dire forcément que. Mais c'est des non-dits. Tout le monde pense à la même chose, mais personne ne le dit. Et à un moment donné, c'est important aussi en tant que CEO, tu vois, d'avoir la discussion et de se dire bon, ok, cette personne-là, c'est un rond et nous, on a un carré. Faut qu'elle soit dans un autre rond et ça peut se passer dans une autre entreprise. Mais moi, ce que j'ai pu remarquer à chaque fois qu'on s'est séparé de quelqu'un qui n'était pas A-player, c'est que ça a libéré un espace et une énergie incroyable, à la fois pour l'équipe en place, qui se sont dit ah, enfin, je peux prendre des initiatives, rentrer dans le champ qui est désormais libre, ou on fait revenir quelqu'un à la place qui, du coup, je sais pas, c'est comme effectivement une équipe de foot où tu dis waouh, on recrute Mbappé à ce poste-là. Ah, trop bien, quoi. Ça fait. C'est chouette aussi. Donc voilà, je suis partagé. J'arrive pas à analyser effectivement si dans l'équilibre de la boîte, c'est important d'avoir. Dans tous les cas, je pense que la boîte se nivelle par la personne la moins capée, hein. Mais moi, je suis persuadé que le groupe aussi, il s'autogère. Je pense que quelqu'un qui est pas alors si c'est une boîte qui est orientée sur la performance, qui est orientée sur le déplacement, quelqu'un qui est pas à sa place va se faire, pas exclure, c'est pas le bon terme, mais, en toute bienveillance va être mis sur le côté, En pour périphérie, ouais. ouais, voilà, enfin, en tout cas, chez moi, ça c'est les 3 personnes j'ai 3 personnes en tête, c'est 3 personnes qui ont été gentiment écartées par le groupe en toute bienveillance mais qui ont été voilà, ça factuellement, ils ont été écartés et c'est pas pour rien, quoi. Donc je pense qu'aussi, c'est aussi la responsabilité des collaborateurs aussi de faire en sorte d'avoir un œil sur les équipiers pour staffer le truc parce ils ont forcément une perspective que nous on n'a pas, en tant que manager. Ils voient des trucs qu'on voit pas, nous on a un point de vue idéaliste de notre boîte, ils ont un point de vue réel. Et moi j'ai besoin enfin mon équipe, c'est des capteurs, quoi. C'est des capteurs de ce que l'on fait, de l'efficience, du manque d'efficience, de la collaboration, de l'ownership et cetera et je compte sur eux en tout cas pour me remonter ce genre de trucs, sans que ça soit de la délation ou autre chose, hein, évidemment. Il faut toujours que ce soit dans la bienveillance et que ça soit pour amener la boîte, plus haut mais voilà. Je vois Charlotte, elle rigole, mais non, c'est vraiment pas de la délation que je demande. Aussi de ce qu'on entend par B-player, C-player, tu vois? Quand vraiment ça tire la boîte vers le bas, on est peut-être effectivement dans le C-player, quoi. Tu vois? Je pense qu'il y a aussi, moi, peut-être un point de définition à voir
de quel est le souci. Est-ce que c'est ok et ça pourrait être mieux fait et on pourrait aller chercher quelqu'un au-dessus, ou est-ce que carrément ça coûte à la boîte? C'est pas toujours évident à détecter, et je te rejoins sur le fait que les équipes le voient bien mieux que nous. Quand tu fais de la maintenance en informatique, tu as toujours des erreurs qui te ralentissent, et des erreurs bloquantes, des anomalies bloquantes, des anomalies ralentissantes. C'est un peu pareil, je crois, avec les On va équipes. tout ramener au système et à l'automatisation. Et bah superbe Charlotte, superbe Gérald. Je pense qu'on a fait un bon tour de votre approche sur ces sujets-là. J'espère que ça vous inspire, chers auditeurs, chères auditrices. On arrive déjà au dernier virage de cette série d'épisodes que je souhaitais faire avec vous. On a un dernier qui est différent d'habitude. Et donc j'ai hâte de pouvoir l'enregistrer, de pouvoir vous le partager. On se retrouve dans le prochain épisode, Charlotte et Gérald. Ouais, c'est parti. Merci beaucoup. Let's go. Yes, à tout de suite.